Bienvenue. Aujourd'hui, on explore l'investissement dans le logement étudiant en France. On s'appuie sur un guide assez complet pour décrypter un peu ce marché spécifique. Et franchement, le premier truc qui saute aux yeux, c'est la tension. Énorme. On parle de presque 3 millions d'étudiants. Oui, dont une grosse majorité cherche à se loger. Exactement. Et face à ça, une offre qui diminue depuis 2017. Il y a même un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Entre 12 et 17% des jeunes qui renoncent à leur projet d'études juste faute de logement. C'est énorme. Oui, on a l'exemple de Clara, 21 ans, à Bordeaux. 2 mois de galère avant de trouver une coloc. Bon, au final, c'est moins cher, meublé, plus sympa pour elle, mais ça montre bien la difficulté. Alors, dans le contexte actuel, on voit les prix de l'IMO qui se calment un peu, les banques qui recommencent à prêter pour le locatif. Pourquoi cet investissement-là, le logement étudiant, ça redevient stratégique maintenant? La raison de fond, elle est structurelle en fait. C'est cette tension entre une demande qui explose, qui continue de croître fortement, et une offre qui suit pas du tout. D'accord. Donc ce déséquilibre, il est là pour durer a priori. Ça crée une opportunité assez solide. Ok. Et les avantages concrets pour l'investisseur? On imagine souvent les petites surfaces, donc un ticket d'entrée peut-être plus abordable? Oui, c'est souvent le cas pour les studios, typiquement. Et la rentabilité brute, elle tourne autour de 4,5% en moyenne. Ça peut même grimper plus haut dans les villes très tendues. Pas mal. Mais au-delà de ça, il y a surtout l'aspect fiscal, le fameux statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Ah oui, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce LMNP, d'après le guide? Son gros avantage, c'est l'amortissement. Concrètement, ça permet de déduire chaque année une partie de la valeur du bien et aussi des meubles de vos revenus locatifs. D'accord. Et cette charge, qui est comptable, elle réduit beaucoup l'impôt sur les loyers. Parfois même, elle l'annule complètement. C'est vraiment puissant comme levier fiscal. Et si on achète neuf en résidence-service, on peut aussi récupérer la TVA. C'est intéressant. Et pour ceux qui voudraient une gestion plus simple, sans s'en occuper au quotidien, les résidences étudiantes gérées. Exactement. Ça, c'est la solution clé en main. Un gestionnaire professionnel s'occupe de tout. Trouver le locataire, gérer les problèmes. C'est moins de soucis, des revenus réguliers grâce à un bail commercial sur le long terme. La tranquillité, quoi. Voilà. La contrepartie, c'est souvent une rentabilité nette un peu plus faible. On est plutôt entre 3 et 4%. D'ailleurs, il y avait un témoignage d'un parent bailleur qui disait avoir choisi ça justement pour cette sérénité. Le guide évoque aussi la colocation. C'est une autre approche que le studio classique. Ça change quoi pour l'investisseur? Alors la coloc, oui, ça peut être un levier pour aller chercher plus de rendement. On parle de rentabilité brute qui peuvent aller de 3% jusqu'à 6,5%. Ah oui, quand même. Oui. Et acheter un T3 ou un T4, ça peut être malin. Parfois, il y a moins de concurrence à l'achat que sur les petits studios très recherchés. Et on peut faire des économies d'échelle sur le prix au mètre carré ou sur les travaux. Mais j'imagine que la gestion est pas la même, hein. Ah non, clairement pas. Le turnover, le changement de locataire, il est plus fréquent. En moyenne, tous les 18-24 mois, contre peut-être 11-12 mois pour un studio. D'accord. Donc oui, ça demande d'être plus actif, hein, relouer, faire les états des lieux. Faut être un peu plus sur le pont, quoi. Et bien sûr, le critère numéro 1 en immobilier, l'emplacement. C'est quoi les points clés pour un logement étudiant? Il faut viser les villes où il y a beaucoup d'étudiants, évidemment, et où leur nombre augmente. Des établissements réputés, ça aide aussi. Et puis la proximité des campus, ou, au minimum, une très bonne desserte en transport en commun, c'est Crucial. absolument. Et les commerces à proximité, c'est un vrai plus. Le guide donne quelques exemples de budget. Pour moins de 100 000 euros, on pourrait regarder des studios à Roubaix, Le Mans, Poitiers ou certains coins de Marseille. C'est ça, des villes qui ont un bon équilibre, formation, cadre de vie. Et si on a un budget un peu plus élevé, disons moins de 150 000 euros, Là, on peut viser des villes comme Rennes, avec ses quasi 80 000 étudiants, ou Aix, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, ou même des banlieues proches de grands campus comme Pessac près de Bordeaux ou Écully près de Lyon. et pour un projet de coloc en région parisienne, Faudrait plutôt compter 200 000, 250 000 euros pour un 3 pièces bien placé, à moins de 30 minutes du centre de Paris. d'accord. Attention d'ailleurs, pour la coloc, l'aménagement intérieur est super important. Et il faut bien chiffrer les travaux pour pas que ça plombe la rentabilité espérée. C'est un peu dans cette idée qu'on voit aussi apparaître le co-living. Ah oui, cette nouvelle tendance. Voilà, une sorte de coloc haut de gamme, avec plus de services, mais c'est plus cher. Ça vise les jeunes actifs et certains étudiants aussi. Bon, mais investir, ça comporte toujours des risques. Quels sont les points de vigilance à avoir en tête? Oui, il faut être prudent. Le risque d'impayé d'abord.
Donc bien vérifier les garanties. La caution ou le dispositif Visal, qui est une garantie de l'État, c'est pas mal. Important. Ensuite, la réglementation locale. L'encadrement des loyers dans certaines villes, les règles spécifiques sur la coloc, faut bien se renseigner avant. Et les travaux? Ah, les travaux. Ne pas sous-estimer le coût réel ni les délais. Demander plusieurs devis détaillés, c'est la base. Pensez aussi à la vacance locative, surtout l'été, en juillet-août. Faut avoir un peu de trésorerie de côté. D'accord. Et puis, bon, il y a les délais administratifs habituels, le prêt et le notaire. Ah, et un conseil pratique qui revient souvent, vérifier la qualité de la connexion Internet. Pour un étudiant aujourd'hui, c'est souvent le critère numéro 1. Très juste. Donc, pour résumer, l'investissement locatif étudiant, ça reste une option solide pour 2025. Les fondamentaux sont là, la demande est forte, ce qui limite le risque que le logement reste vide. Tout à fait. C'est une piste intéressante pour diversifier son patrimoine, préparer sa retraite ou même l'avenir de ses enfants. Oui, mais il faut bien choisir sa stratégie. La coloc, c'est potentiellement plus rentable, mais plus de gestion. Les résidences-services, c'est plus passif, mais le rendement et la plus-value sont peut-être un peu moindres. Donc, bien étudier son projet. Voilà, bien étudier le projet, choisir l'emplacement avec soin et pourquoi pas se faire accompagner par un professionnel. Et pour conclure, une petite réflexion pour aller plus loin. Avec des formules comme le co-living qui se développe et les règles qui peuvent changer, comment est-ce que le logement étudiant idéal pourrait évoluer dans les 10 prochaines années? Est-ce que ça pourrait créer de nouvelles opportunités ou de nouveaux risques au-delà des formats? Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.